Donc 1.2934, est-ce que c'était bien ce que j'avais? Oui, c'est ça, 1.2934, c'est parfait. 32, digéré, moi c'est à peu près le même. Il y a des coupures offline. Bon, je suis rassuré, ça ne va pas que de chez moi. Allô, chez moi, pas de live. Que ça bug, voilà. Merci pour ton émission. Pas de problème, bébé. Ça m'a bloqué. Ok, tout est bon. Le live saccade pas mal chez moi. Ok, alors là, a priori, c'est bon. On verra ce que ça donne. Alors, par rapport à la position qui était prise tout à l'heure, donc c'était une position à la vente. Ça m'a suivi une accélération baissière intéressante et on s'est affranchi du support oblique haussier. Ce qui veut dire que je regrette pas d'avoir pris position tôt, c'est-à-dire dès qu'on avait eu la cassure de cette zone de support horizontal tracée en orange sur mon graphe, qui se situe aux alentours des 1.3015, puisque finalement on a bien eu la cassure significative. Actuellement on est sur un pullback très prononcé, hein, c'est-à-dire que là on revient vraiment, on longe l'ancien support, qui pourrait jouer un rôle de résistance, mais on peut également risquer une réintégration, c'est ce qu'on semble avoir pour le moment. Donc on verra ce qu'il en est. Là les acheteurs mettent de la pression. Alors on réintègre l'ancien canal. Donc ça c'est mauvais pour nous puisque je vous rappelle qu'on est rentré à la vente. Et pour le moment les acheteurs sont assez forts. Alors quand on a eu l'accélération baissière, on est revenu au niveau de la M4 qui est les 1.30007. Avant de rebondir dessus. Donc on est bloqué actuellement entre la R2 et la M4 et on semble se diriger vers une espèce de range. Mais pour le moment c'est un peu tôt pour le dire. Alors salut NoReflex, salut Roots, ceux qui nous rejoignent. Scratchy, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Ok, alors qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement sur les options? Donc là, bah, par exemple, aujourd'hui, là, j'ai pu me positionner deux fois. Donc une fois ce matin aux alentours des 9 heures. Bon, j'ai eu mes signaux qui sont passés aux 9 heures, étant donné qu'on trade sur le très court terme, à la hausse ou à la baisse. Donc j'ai tous les indicateurs qui sont passés au vert à 9 heures pour une hausse. Et pareil, à 11h30. Mais là, j'avais peu plus de risques étant donné que j'avais quand même une zone, donc le pivot qui pour moi était pas loin, une zone de résistance potentielle, mais on s'en est affranchi direct à partir dans une hausse très claire. On a pu le voir hein, à partir de 11h30. Maintenant, moi j'attends surtout de voir pour les options, qu'est-ce qu'on va faire sur une résistance donc qui est établie aux alentours des 1,30 1,30-30. Donc j'attends de voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Et puis on verra ensuite si je prends une position toujours à la hausse ou quoi. J'attends de voir un peu comment le marché va évoluer aux alentours des 15 heures. Ok, ok. Et ce que je voulais dire en fait, c'est qu'est-ce qui t'a intéressé particulièrement sur les options plutôt qu'un marché classique comme le spot forex? C'est quoi? C'est parce que c'est plus simple? C'est parce que voilà, il y a moins de, enfin pour moi, hein, c'est mon avis propre, il y a moins de contraintes au niveau du money management. On s'emballe moins étant donné qu'on ne risque uniquement que ce qu'on met en jeu sur l'option directe. On perd, on va perdre notre option. On prévoit mal le marché et on perd 25 euros maximum. Ok, ok, je vois. Et on a un taux de retour en cas de bonne prévision de 75% en plus, ce qui équivaut donc quand même à, à un bénéfice intéressant, quoi. Ouais. Et t'es chez qui pour les options binaires? Option fair. T'en es satisfait pour l'instant? Oui, pour l'instant, écoute, très satisfait. Hein. J'ai pas grand chose à en dire. Une bonne réactivité, on va dire on va dire au niveau synchronisation entre, parce que moi je travaille sur MarketScope et pas NT4. J'ai une bonne synchronisation des données, ça me permet de prendre des positions, mon option vraiment au bon moment, sans trop de problèmes.
Non, j'ai pas grand chose à dire. Non, non, c'est un bon broker et je le conseille à tous ceux qui veulent essayer des options. Hein. Je fais pas forcément de la pub. Après, faites-vous votre idée. Si vous voulez vous lancer dans les options, je suppose qu'il y en a déjà sur qui suivent le live qui doivent ou s'être intéressés de près ou de loin aux options. Maintenant, il y en a plein. Hein. Il y en a des plus intéressants que d'autres ou pas. Faut voir. Après, il y a toujours pareil. Il y a le prix minimum qu'on peut mettre sur une option. Il y en a qui sont bien en dessous. Moi, je suis à 25 € minimum. Il y en a d'autres qui sont à... Ouais, tout à fait. Et t'as essayé de faire des retraits ou pas encore pour le moment avec option de faire? Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Des retraits, t'as essayé d'en faire pour l'instant ou pas encore chez option de faire parce Non, que... pas encore. Par contre, je suis sur un forum et beaucoup de gens utilisent OptionFair et il y a pas de retour négatif sur ce broker. Ok, très bien. Ouais, parce que c'est un des gros problèmes des options binaires, c'est que comme c'est pas régulé, Ouais, t'as ouais, beaucoup, tu vois, de dérives, donc tout faut à fait. bien Ouais. se... Voilà, t'as eu la bonne démarche, c'est-à-dire en allant sur un forum indépendant. Je sais pas, c'est sur quel forum, toi, que t'as regardé ça? Je suis sur le forum de optionbinaire.net. Voilà, Ok, donc ok. il y a des brokers qui sont conseillés, il y en a d'autres qui sont clairement à éviter. Donc il y en a plein pour dire que je faisais pas forcément de la pub que pour un. Il y a OptionClick, AnyOption. Bon, ils ont un classement indépendant vraiment des brokers avec des votes des membres du forum par rapport à voilà à tous ces points. Donc hop, tac, si je vais sur la page, je pourrais donner le lien. Je pense que je vais mettre le lien sur le chat. Ce sera plus intéressant pour tout le monde. Voilà Ouais. pour les retraits et tout. Voilà, il y a clairement des retours et sur le forum on peut trouver des gens qui parlent d'un peu tous les brokers. Et donc toi, tu nous as dit, ça fait combien de temps là que tu trades? Là, ça fait bah maintenant globalement ça fait un peu plus d'un mois. Donc c'est vrai que j'ai peu d'expérience tout ça. C'est pour ça que moi pour l'instant ça se passe plutôt bien. Mais c'est vraiment faut vraiment se renseigner beaucoup avant. Et puis bon c'est comme le forex en général quoi. Hein. Faut progresser. Hein. J'ai fait des erreurs au départ là. Je peux pas dire clairement que je sois en positif parce que j'ai fait quelques erreurs la semaine dernière. On maîtrise et on apprend de ses erreurs, hein, comme tous. Tout à fait, ouais. Et donc toi, t'es passé directement en réel ou t'as commencé en démo au départ? Non, non, j'ai commencé en démo. J'ai commencé en démo et j'ai pu, bah, en me servant un peu de tout ce que j'ai vu à droite et à gauche, m'élaborer des stratégies en démo avant de les appliquer en réel, quoi. Mais après, la différence de la démo au réel, c'est toujours un grand moment, quoi. Parce que le côté psychologique qu'on ne connaît pas en démo prend la mesure qu'on connaît en réel et ça devient des fois difficile de laisser traîner l'action jusqu'au bout sans la fermer avec anticipation de peur qu'elle se retourne contre nous. Donc dans certains cas, c'est pas évident à gérer, mais bon après vu que c'est des positions à 25 €, on s'enflamme pas non plus. Et aussi bien dans les gains que dans les pertes, on essaye de rester fidèle à sa stratégie et de faire attention quoi. Et pour le moment, depuis le départ, t'es positif, t'es en gain? Bah là je suis à peu près à l'équilibre là. Je suis à peu près à l'équilibre, je suis parti avec 250 € et là si je regarde, ouais c'est ça, bah je suis à 240 €. Donc avec quand même pas mal de mouvements puisque j'ai fait tac. Ouais, j'en suis à une dizaine de mouvements pour l'instant. C'est-à-dire 10... T'es à des moments où t'es redescendu ou c'est plutôt l'inverse? T'es d'abord descendu puis t'as Non rattrapé? non non, j'ai non ça c'est toujours voilà des erreurs qui ont été contrebalancées par des positions plus un peu moins risquées et bah voilà là j'ai tenté des choses, ça a pas marché. Après j'ai attendu plus longtemps pour reprendre des positions que j'étais vraiment certain. Ça a remarché et puis bon voilà quoi. Hein, j'essaie de maintenant de faire de moins en moins d'erreurs et j'ai l'impression que plus ça va, moins je prends de position parce que j'essaye de vraiment de valoriser à chaque fois avec un minimum de risque. Mais mine de rien, faut quand même quand on reste
quand on reste devant l'écran, des fois on a peur de perdre des comment dire, de perdre des opportunités. Donc des fois ça pousse un peu à la faute aussi. Donc j'essaie de trouver un équilibre, mais pour l'instant ça fait un peu le yo-yo, on va dire, quoi. Je perds des coups de 50, j'en gagne 50. Voilà quoi. Ok, ok, je vois. Et donc, quoi, tu me disais ce matin, tu parlais de résistance, t'as pris des trades toi aujourd'hui, là, donc avec les options? Ouais, ouais, j'en ai pris deux aujourd'hui là. Donc j'en ai pris une comme je disais à 9 heures. Une à 9 heures à la hausse, puisque voilà, j'avais mes indicateurs techniques qui me laissaient présager une hausse et bon, j'avais pas de raison de penser que ça irait pas à la hausse. Donc, Donc ça je a l'ai été un prise. trade profitable, ça? Pardon? Oui, donc ça a été un bon trade, ça c'était une option qui Oui, t'a. voilà, ouais, ça a été un trade positif. De toute façon, j'ai pris deux positions aujourd'hui, elles ont toutes les deux été positives. Et là, À 11h15, je commençais à avoir des signaux on va dire de fin de consolidation et on a enfoncé une résistance que moi j'avais. Bon après c'est toujours pareil, hein. Chacun ses lignes. Moi je les prends pas sur des forums ou sur des sites ou quoi que ce soit. Je me les fais moi-même, donc j'avais mon là en l'occurrence ouais c'est ça, c'est à 1,2935. 29,35, bon, à peu de choses près quoi. Et tout de suite on est repassé au-dessus, j'avais les indicateurs ouverts, j'ai pris à la hausse et ça a été gagnant. ouais, c'était vraiment un bon signal, puisqu'en plus on avait un espèce de triangle qui s'était mis en place à très court terme. On en est sorti à la hausse, et belle accélération derrière. Tout à fait, bah moi je travaille essentiellement en UT15 et je t'avoue que le triangle je l'ai pas vu se dessiner tout de suite parce qu'en UT15 il est pas forcément flagrant. J'ai pu voir qu'en UT5 bon il ressort beaucoup plus, mais bon, je me suis fait des alertes avec le market scope et puis tout de suite j'avais mes indicateurs j'ai attendu que ça passe au-dessus de cette barrière et tout de suite j'ai pris à la hausse. Bon ça a marché, hein, ça aurait pu ne pas marcher. C'est vrai que souvent aussi on parlait quand moi je parle d'options, j'entends parler des gens qui me disent que c'est un petit peu au petit bonheur à la chance. Moi honnêtement j'y crois pas trop. Il y a des fois bon ça marche pas alors que tous les indicateurs nous donnent des signaux positifs. Mais là aujourd'hui bon ça s'est avéré être gagnant, donc je suis plutôt sur une bonne journée. Maintenant j'attends de voir ce que va faire le cours dans les prochaines minutes, dans la prochaine demi-heure, pour savoir s'il y a peut-être une opportunité de reprendre une option, de rouvrir une position. Ok, là tu surveillerais plutôt des signaux baissiers ou haussiers, où t'as pas de limite, tu regardes simplement ce que les cours vont faire? Là pour l'instant honnêtement je vais te dire j'ai pas trop de non, je me prononcerai pas là. J'attends de voir clairement. Là j'ai une résistance à 1,3030. Je crois que tu l'as aussi. J'ai cru voir vite fait là sur ton. Je regarde un peu. Moi je. C'est Tout à fait, ouais. 1,31 quoi, donc c'est au niveau des On plus est hauts tout d'accord. Moi simplement qui ont été marqués. je le dessine pas en tant que zone, mais bon j'ai bien à l'esprit que voilà c'est pas fixe, on le sait tous. Euh, on est quand même pas loin de ce niveau-là. Donc j'attends un peu de voir ce que ça va faire là-dessus, quoi. Ok, ok. Ah, moi j'ai pris trade à la vente en protégeant au-dessus des plus hauts justement, donc on verra ce que ça donne. Pendant sur la correction, puisque je pense qu'on a eu un très beau mouvement aussi aujourd'hui. On a eu aussi un beau la semaine dernière. Faut garder à l'esprit qu'on est sur une tendance de fond baissière. Bon, c'est un risque que je prends. Après, si je dois être stoppé, je suis stoppé, j'accepterai, hein. Et justement, par rapport aux options, ouais, donc tu gagnes 75% de ta mise si tu as la bonne, si ça part dans ton sens. Par contre, tu perds 100% de ta mise si ça part dans le mauvais sens. Ça fait une différence donc Tout à fait. de 25%. Au final, ça te revient moins cher de trader le Forex directement. Donc, en fait, qu'est-ce qui te motive
Là, Tout à fait, ouais. tu te concentres sur les options. Enfin, moi, je traite pas du tout les options, mais en gros, si tu m'expliques, c'est est-ce que c'est simplement tu choisis si ça va monter ou baisser, et par exemple, 1 heure après, si c'est parti dans ton sens, tu gagnes 75%, si c'est parti contre toi, tu perds 100%. Est-ce que c'est ça? En fait, l'histoire de la demi-heure, parce que la plupart du temps ça se fait sur la demi-heure, c'est pas au moment où on ouvre sa position que c'est, par exemple, ce moment M où on va dire dans M plus 30 minutes, où va être l'option. Non, les options, elles sont ouvertes au fur et à mesure par le broker, c'est-à-dire que maintenant, si je regarde, bon, j'ai pas l'intention d'ouvrir une position là tout de suite, mais la prochaine, elle expire, bon là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de chance parce qu'elle elle vient d'expirer à l'instant, mais la prochaine, voilà, la prochaine, elle expire à 15h15. Donc c'est-à-dire dans moins de 20 minutes, quoi. Clairement dans 20 minutes, là. Donc là, si je prends sur celle-ci, il me reste tac 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 15, 10, ouais, il me reste un quart d'heure pour rentrer en position. Donc si je sens un mouvement, on maîtrise pas vraiment ce paramètre de temps, donc c'est encore moins évident, quoi. C'est-à-dire que c'est pas je vais prendre ma position maintenant et dans 30 minutes où est-ce qu'elle est. C'est le broker qui ouvre ses positions et à nous de savoir si on rentre dedans ou pas. Donc c'est vrai que bah, on en avait déjà discuté tous les deux. Tu me demandais pourquoi est-ce que je rentre pas dans le forex directement. Pour l'instant, c'est une question de goût, on va dire, parce que le système me tente bien. Après, je sais que la plupart des gens qui font le forex, je pense pas qu'ils puissent s'en vanter de le faire et qu'ils vivent directement du forex, quoi. C'est plus une passion et une envie. Moi, pour l'instant, les options m'attirent bien, je reste dedans, mais j'exclus pas de me mettre au forex dans les prochains mois, quoi. On va dire que c'est comme ça que j'ai découvert l'univers du forex, à travers les options et à travers le forum sur lequel je suis. Pour l'instant, je reste un peu sur les options. Je vois si je peux faire, comment dire, un parcours correct. Et puis ensuite, je pense que je me mettrai au forex, mais je veux pas tout mélanger et me précipiter dans tous les domaines à la fois, quoi. Ok, ouais, c'est tout à fait cohérent. Ok. Bah, ok. Donc, bah, je vais faire un point moi sur ce qu'il dit sur le chat écrit. Donc, bah, à tout à l'heure, hein. Si tu veux intervenir dans l'émission, n'hésite pas. Pas de souci, je te remercie. Alors, sur le chat écrit, on avait donc salut à tous, live 4, on a vu. C'est que moi où il y a des lags dans le live, c'est la même chose en trading, il faut juste pas se croire au casino. Voilà, moi je suis simplement pour répondre à ça, oui, moi aussi je pense qu'en fait par rapport aux options binaires, on peut faire la même chose sur le forex, il faut se limiter par un stop loss et un take profit. Au final ça peut revenir moins cher que justement 25% de différence comme et la différence entre une option gagnante et une option perdante. Mais après je suis pas spécialiste donc je vais pas parler pour rien, ça se trouve je me trompe, j'ai peut-être mal compris. Et puis bah, comme dit Scratchy, c'est important aussi d'être à l'aise avec un produit et que ce soit clair, etc. Et donc c'est vrai que pour les débutants, les options c'est vraiment super bien parce que c'est très simple et ça permet aussi de se limiter, hein, parfois sur le forex on est tellement libre que parfois ben, cette liberté, si on la maîtrise mal, ça peut jouer contre nous et j'en sais quelque chose. Donc ce fait d'être limité et d'avoir des objectifs comme ça précis, ça peut être une bonne chose. Perdu 1000 € avec un capital, avec un stop de... non, j'ai encore... Non, j'ai encore... 250. Route, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai encore jamais perdu 1000 € avec un stop de 250. Donc tu veux dire que en fait, ton capital progresse, mais que tu fais jamais de mauvaise série de 4 trades perdants d'affilée, ça t'est jamais arrivé? Pas les options binaires. Oui, NoReflex, il parlait bien des options binaires, Scratchy. Il nous a laissé un lien vers son forum, je crois. C'est pas son forum à lui, mais c'est le forum où il va. Ça a l'air sympa. Donc voilà. Allez chez IG Market pour faire des vraies options, les options binaires. Broker régulier et certifié, donc pas de souci avec eux. Ça, je suis d'accord, hein, je ne pourrais que conseiller et aller dans le sens de Tilk là-dessus. Pour éviter tout problème, hein, je conseille vraiment d'acheter des brokers régulés. Le problème, c'est que quand on a un broker pas régulé, bah, même s'il est sérieux, si du jour au lendemain il doit fermer et puis bah, se barrer avec votre argent, il le ferait, vous n'aurez aucun recours. Surtout s'il se trouve, et c'est souvent le cas pour les non régulés, dans un pays aux réglementations un peu légères, on va dire. Comme en Chypre encore ça va, parce que c'est en Europe, mais voilà, Chypre, ou alors encore pire,
île Maurice, île Vierge britannique, Panama, etc. où on a très peu de tracés. Roots nous dit en gros le ratio est inférieur à 1 et en plus tu peux maîtriser le facteur temps. Je veux vivre... Tu peux vivre des options. Je pense qu'on peut... Je sais même pas s'il y en a qui vivent... Je sais qu'il y a beaucoup de très gros traders qui se couvrent avec des options. Genre des brokers, des traders pendant spécialistes options. Je pense qu'on peut en vivre, mais pas les options binaires comme on entend chez les petits brokers comme Option Fair ou Option Bit ou ICO, ou je sais pas. Plutôt bah voilà, par des vraies plateformes. Alors on peut parler de IG, Saxo, etc. Mais il y en a même également d'autres. Voilà. Roos nous dit non, ce n'est pas ça. Il a dit que les options c'est mieux pour gérer son money management parce que tu peux pas perdre plus que ce que tu as misé. Oui, ça c'est vrai. Root c'est un argument également. Mais avec un stop loss c'est exactement la même chose. Je vois pas l'avantage, désolé. Je suis d'accord avec toi, Roots, mais en fait je pense que l'avantage. Moi je suis d'accord avec toi, hein, c'est ça. Hein, je vois pas non plus l'avantage. En fait on paye plus de commissions. L'avantage c'est aussi que c'est plus simple, je pense. Voilà. Moi non plus je vois pas l'avantage, mais je comprends pas trop non plus. Alors, sur euro-dollar, on a très peu de mouvement actuellement. On a un espèce de triangle qui se met en place, avec des plus hauts de plus en plus bas ici. On va voir ce qu'il dit du côté de BFM rapidement, en attendant qu'il y ait un peu de mouvement qui se dessine. Sans goût dans notre triangle. Le discours a changé et les discours sont beaucoup plus positifs sur la situation de la zone euro. Oui, pas de récession vue en 2012, c'est ce qu'ont affirmé en tout cas les gouverneurs de la Banque de France et de la Bundesbank, qui étaient aussi ce matin à Bercy, aux côtés de Wolfgang Schäuble et de François Baroin. Tous les signaux, disent-ils, montrent que l'activité... Ok, je viens de comprendre. En fait, c'est que dès que je lance un média, donc que ce soit BFM ou autre, eh bien ça coupe l'émission. Parce que je vois que dès que j'ai coupé BFM, l'émission est revenue, alors que j'avais perdu la connexion. Alors, est-ce que c'est ok là? Alors qu'on a des vendeurs justement qui mettent la pression et qu'on tend à sortir à la baisse du triangle blanc tracé sur le graphe. Et à partir à l'assaut de la médiane, entre la R1 et la R2, située aux alentours des 1.3007. Donc léger décrochage, mais rien de flagrant hein, pour le moment. Bonjour et bienvenue sur Trading TV. Nous sommes le lundi 23 janvier 2012. Les statistiques économiques publiées aux États-Unis au cours de la semaine passée se sont avérées encourageantes, notamment sur le front de l'emploi. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont ainsi fortement reculé à 352 000 contre 402 000 la semaine passée. Ces données ont incité les investisseurs à revenir sur le marché actions, comme l'illustre la configuration graphique du MSCI World. Celui-ci revient ainsi à proximité de son sommet d'octobre à 1245 points, dont le franchissement ouvrirait la voie à une poursuite de la hausse en direction des 1395 points. Deux données macroéconomiques vont rythmer cette première séance de la semaine, à savoir l'enquête de la conjoncture dans l'industrie en France et la confiance des consommateurs dans la zone euro. Bonne matinée et à bientôt sur Trading TV. Voilà ce qu'on pouvait entendre sur Trading TV.
Bonjour et bienvenue sur Trading TV, nous sommes le vendredi 20 janvier 2012. En Allemagne, les prix à la production ont diminué de 0,4% le mois dernier, après avoir progressé de 0,1% en novembre. En glissement annuel, la hausse s'est établie à 4% contre 5,2% précédemment. À Francfort, le DAX marque aujourd'hui une pause technique, subissant des prises de bénéfices suite au test de sa résistance majeure à 6430 points. Cet obstacle correspond au plus haut d'octobre dernier et risque de donner lieu à un mouvement correctif en direction du support à 5980 points. Parmi les composants de ces derniers, l'action Commerzbank poursuit son rattrapage après plusieurs mois de baisse. Le récent franchissement des 1,50€ plaide pour une poursuite de la hausse lors des prochaines semaines, avec en ligne de mire la résistance majeure des 2,08€. Voilà pour les conseils de cet après-midi, bonne fin de journée et à bientôt sur Trading TV. Alors là j'ai laissé mais j'étais revenu trop en arrière parce que c'était vendredi, mais ça fait toujours un petit point sur le DAX. Euro-dollar on sait toujours pas où se trouver, après une accélération baissière, une accélération haussière, c'est pas un marché évident, un peu fatigant je dirais même à étudier, mais c'est ça le trading, hein. C'est parfois des beaux mouvements, des phases d'accélération brusques, et puis des fois des mouvements plus calmes. C'est même souvent des mouvements calmes, et parfois des mouvements brusques, il faut savoir cerner. Donc là on est quand même sur des heures en général volatiles. Dans 25 minutes là on aura l'ouverture du marché US. Pour le moment c'est vrai qu'on reste assez calme, et que il n'y a pas grand chose à commenter. Alors sur le chat il y a un petit peu de débat. Scratchy qui répondait je n'ai jamais dit que les options étaient mieux que le trade forex traditionnel, mais j'explique que en tant que débutant je préfère cette sécurité. Rousse nous dit je comprends Scratchy, mais tu devrais approfondir le sujet des stops. Un débutant en forex sait-il correctement placer ses stop loss? Ça dépend, mais c'est pas non plus. En fait, disons que c'est vrai qu'au début on peut être un peu perdu sur le forex, alors que les options c'est vraiment très simple d'accès. Mais finalement, en fait, c'est-à-dire entre guillemets le marché classique. On choisit d'acheter ou vendre et on peut sortir quand on veut. C'est plus de liberté, en général c'est moins de frais que des options binaires, notamment chez les brokers classiques qui ciblent les traders particuliers et les débutants. Donc c'est pas intéressant, c'est pas compliqué, mais c'est un peu plus de boulot et de théorie que les options binaires. Je crois que tu trouveras encore mieux ton bonheur. Certes Ruth, je comprends tout à fait ton point de vue, je travaille pour rentrer dans le forex, mais pendant ce temps je trade les options. Il fonctionne chez vous le live? Oui, mais ça lag pour moi, j'ai découpé. Alors pour le moment ça a dû couper lol, mais là c'est revenu. Fabien, oui, la vidéo, que c'est bon. Robert Malin disait option binaire, alors il nous laissait un lien. On va aller écouter ça, merci Robert. Ah d'accord. Donc Robert qui n'a pas l'air d'apprécier les options binaires, alors que là on a une pression acheteuse qui se met en place. Les acheteurs qui mettent la pression. De manière assez virulente. Donc eu a priori un faux signal dans le cas de la cassure. De toute façon, c'est vrai que les figures chartistes sur des unités de temps aussi courtes que le M1 ne sont pas vraiment... Ouais, elles peuvent être intéressantes, mais elles sont à prendre avec des pincettes, on va dire. Et là on accélère d'un seul coup à la hausse dans le sens inverse, et donc dans le sens de la tendance de fond. C'est vrai que comme j'ai dit, un M1, bon, c'est plus de l'étude des prix et puis l'observation des comportements que voilà, l'étude vraiment chartiste où on va aller regarder des chandeliers, des figures précises, etc. Je préfère me faire des idées et essayer de comprendre un peu le contexte, mais c'est vrai qu'en M1 on s'intéresse surtout au mouvement. Donc le but c'est de suivre un mouvement et de comprendre ce qui peut amener, et ce qui peut être un mouvement significatif et à le différencier d'un mouvement plus faible. Et puis la plupart du temps c'est assez peu de mouvements finalement, donc beaucoup d'informations pendant ce temps-là. Enfin bref, voilà, c'est mon avis. Donc en M1 ici on a une accélération haussière, on revient sur nos pas. On semble vouloir tester de nouveau l'ancienne résistance oblique baissière qui pourrait jouer un rôle de support, tracé en blanc sur mon graphe. Et donc on pourrait partir sur un pullback éventuel, on verra ce qu'il en est. Quand c'est pas sur quel pied danser, on est dans le range, hein, compris entre la médiane et la R2. Comme on disait tout à l'heure. Plopitu nous dit salut et merci pour ton partage, je suis novice et je me demande pourquoi tu n'utilises pas les bandes de Bollinger. On peut utiliser les bandes de Bollinger, après c'est une question d'habitude, moi je suis à l'aise. J'utilise déjà un paquet d'indicateurs importants puisqu'il y a les Fibonacci, les supports résistance horizontaux et obliques.
J'utilise également les points pivots, donc c'est déjà pas mal. On peut toujours regarder plus d'indicateurs pour se rassurer, mais voilà, chacun est à l'aise avec son template, etc. Alors toi, Plopitude, tu utilises comment les bandes de Bollinger? Est-ce que tu utilises plutôt pour trader les rebonds? Ou au contraire, tu attends la cassure d'une bande hausse ou bande basse pour jouer la continuité du signal? Trading TV, il pète la forme, le mec disait Picsou, c'est clair. Euro-dollar, ça stagne, Picsou. Plopney, salut et merci pour ton partage, je suis novice et je me demande quel ça en avait vu. Ça promet pour le mois prochain. Alors, on va aller regarder ça en mensuel, comme l'indique Roots sur le forum. Et donc en mensuel, voilà ce que ça donne. Donc on voit un marché quand même clairement dominé par les vendeurs. Et une dynamique de fond baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas depuis les plus hauts de 2008, donc d'avril 2008. Et c'est vrai que si on zoome, on voit que en mensuel, on est sur une position de fond vendeuse et qu'on a des bougies haussières qui sont en général assez laborieuses et de faible amplitude, alors que les bougies baissières .43,89 pour les plus hauts à 1.3355, ce qui fait une perte de près de 1000 pips en un mois, ce qui est tout à fait significatif. Donc qu'est-ce que tu voulais dire exactement toi Roots par rapport au graphique mensuel? Est-ce que tu avais un constat particulier à donner ou pas du tout Alors 2 petites secondes s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. T'en as pas besoin? Non, ça va. Marteau sur le support majeur. Alors, pour l'instant on a un marteau, on est le 23 janvier, donc il y a encore du temps. Voilà, il reste encore quand même plus d'une semaine, non il reste une semaine ce mois-ci, donc il peut s'en passer des choses, mais pour le moment en effet on aura un marteau qui dessinera avec une grande ombre baissière, ce qui indique que les vendeurs ont du mal à confirmer, alors que les acheteurs ont clairement repris en main le marché, puisqu'ils terminent même, après un début de mois très difficile, en hausse et sur une bougie haussière, donc une figure de retournement. On est en plus assez loin de la zone de résistance du canal baissier. Donc une phase de correction n'est pas à exclure, ce qui ne remettrait pas en question à court terme, fondamentalement par rapport à la zone euro, mais il n'y a pas non plus de solution miracle qui a été trouvée ou de gros changements. Donc je pense que le contexte de fond reste baissier, mais c'est que mon avis pour du moyen et long terme. Quoi qu'il arrive à court terme, c'est pas ce qui nous intéresse directement. Aujourd'hui on constate qu'on est sur une dynamique clairement haussière. Pour le moment on a une petite phase d'accalmie, on peut passer d'une consolidation, pas encore de correction. On verra justement si les vendeurs sont capables de reprendre en main ce marché pour marquer une phase de correction, ce qui irait dans notre sens. Alors, on va voir si on peut écouter rapidement le point de vue de Nicolas Chéron, voilà, qui s'exprimait ce matin en micro de DailyFX. Donc Nicolas Chéron, analyste chez FXM, on écoute ça. Alors, tant que ça charge. Bonjour à tous et bienvenue pour le Morning Meeting DailyFX de 11 h. Aujourd'hui nous sommes lundi, alors avant dans un marché baissier, les lundis étaient statistiquement baissiers et on prenait des bénéfices. Il se trouve que là, dès lundi, on tient particulièrement bien. On notera tout de même des décorrélations sur certains actifs avec un AUD qui casse ses plus hauts, la livre qui consolide, les matières premières qui ont décalé vendredi, je pense notamment à l'or et l'argent qui continuent sur leur hausse alors que le pétrole avait fait totalement l'inverse, donc c'est pour ça que je vous parle de décorrélation. Alors nous avons ouvert ce lundi plutôt stable sur tous les actifs risqués. Petite consolidation sur les indices qui sont bien montés la semaine dernière. Seul actif risqué à avoir fortement décalé hier soir, c'est l'euro-dollar à l'ouverture. Alors la situation sur l'euro-dollar était simple. Vendredi, les cours ont consolidé après que l'euro-dollar soit passé de 1,26 à 1,30.
On est revenu sur les 1,29, ce qui était tout à fait légitime, même si potentiellement par la suite on pourrait aller plus haut. Vendredi, donc je pensais qu'on allait finir à 29, c'est pour ça que je vous avais dit bon bah je ne prends pas de position particulière. Et puis les opérateurs ont spéculé vendredi en fin d'après-midi sur un accord avec la Grèce ce week-end. Alors j'ai pris le risque de passer à l'achat en over week-end avec un stop plutôt large. Alors ce week-end, pas d'accord en Grèce, donc les marchés étaient un petit peu déçus. Ajoutez à cela un ministre allemand hier soir qui dit que la capacité du MES ne passera pas de 500 milliards à 1000 milliards. Ça a aussi jeté un froid à 21 heures alors que les marchés ouvraient à 23 heures. Donc vous aviez deux, pas mauvaises nouvelles, des non-événements si je puis dire. Et puis hier soir, aspect particulier à prendre en compte, les marchés asiatiques étaient fermés. Donc il y avait peu de banques sur les marchés, donc peu de liquidités. Donc ce qui s'est passé hier soir, c'est que l'euro-dollar a gapé en baisse de 70 points. Et donc hier soir, 23 heures, c'était les promotions sur l'euro-dollar pour les couches tard. J'étais moi-même donc présent sur le forum et quand j'ai vu que l'euro-dollar revenait à 28,70, soit les plus hauts du 13 janvier, une zone horizontale travaillée à de nombreuses reprises, que le gap baissier était un peu exagéré et qu'il n'était pas sur les autres actifs. On avait simplement un gap baissier sur l'euro et pas sur l'AUD et les autres monnaies. Je me suis dit, tiens donc, c'est peut-être une surréaction au non-accord de la Grèce qui finira par venir, ou qui finirait par venir. Une petite réaction aussi au dire du ministre allemand et puis au manque de liquidité, donc je vais acheter. Donc j'étais déjà acheteur vendredi, j'ai renforcé hier soir pour me constituer une position avec un prix de revient de 1,2889 et j'ai mis mon stop à 1,2889. Comme ça, si les marchés baissent, je n'ai rien gagné, rien perdu, et si les marchés montent, je suis dedans à l'achat avec un bon point de revient. Donc beaucoup d'explications à ce sujet sur le forum hier soir. J'ai expliqué en termes de sentiment de marché, de comment je sentais cette ouverture, du scénario pour lequel je plaidais, et ensuite c'est à chacun de faire sa sauce, si je puis dire. Pas de statistiques américaines ce jour, pas de publication américaine ce jour, marché asiatique fermé cette nuit, ce soir hein, également. Donc le début des hostilités reprendra demain avec adjudication allemande, avec résultats d'entreprises américaines. Puis mercredi soir, le FOMC. Jeudi, je me rappelle plus, je crois que c'est les commandes de biens durables. Et vendredi, encore une batterie de statistiques et de résultats d'entreprise. Et bien sûr, le PIB américain du 4e trimestre attendu en hausse de 3%. Donc voilà, encore une semaine passionnante qui s'offre à nous. Nous sommes lundi, on est dans un range plutôt étroit. Donc on va revoir les points. Je pense que si certains prennent 40-50 points depuis hier soir et veulent sortir, ils peuvent le faire. Si certains ont shorté le gap de ce matin, c'était possible. On va revenir sur ces deux possibilités, ces deux scénarios. En tous les cas, je pense que les marchés se stabilisent et se stabiliseront dans la journée. Peut-être que ça nous procurera des points d'entrée ou de vente sur des petits excès. Et que le début des hostilités donc prendra réellement son essence demain. Alors faisons un point graphique sur l'ensemble des actifs que nous avons l'habitude de suivre avec comme d'habitude un peu le baromètre en plus des indices. Autre baromètre du risque, c'est le dollar index. Donc le dollar index a enchaîné 5 séances consécutives de baisse la semaine dernière, l'appétit pour le risque ayant fait son retour. Donc là c'est un graphique du dollar qu'on regarde contre un panier d'actifs, hein, le dollar index c'est bien particulier, c'est pas comme une paire du forex. Donc c'est le dollar américain contre de l'euro, de la livre, du yen et du dollar australien. Donc on voit bien qu'à chaque début de séance, les vendeurs prennent la main sur le dollar puisqu'ils sont acheteurs d'actifs risqués en majorité. Et on est dans une 6e séquence de baisse depuis l'ouverture. Et on teste actuellement la clôture de vendredi. Donc là, les marchés devraient se stabiliser. Alors, option 1, tentative de rebond sur le dollar index à partir du cours de clôture et des plus bas de vendredi.
Il se pourrait que ça se mette en place ce matin et que les marchés voilà, restent plutôt plats. Si l'appétit pour le risque vraiment est poussé, je vais pas dire à son paroxysme, mais du moins que les acheteurs sont vraiment friands d'actifs risqués, alors l'USD Index pousserait jusque EMA 100 qui se trouve à 9850 points et ce sont les précédents plus bas datant du 3 et 4 janvier. L'euro-dollar en données hebdomadaires, vous avez l'habitude de voir ce graphique, c'est le graphique en données hebdomadaires dans un canal baissier mais avec une oblique ici qui passe à 1,25, 1,26 qui est l'oblique de long terme qui date de 10 ans sur l'euro-dollar. Donc là, on avait la zone de turbulence. Ce graphique-là, pour ceux qui téléchargent mes graphiques régulièrement, ça fait 3 semaines que vous l'avez avec les commentaires. Donc zone de turbulence 1,26, 1,29. Au-dessus, possible rebond technique si embellit des marchés, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement et on verra si cela perdure cette semaine grâce aux statistiques, aux résultats d'entreprise, au FOMC et au PIB américain. Ça fait quand même pas mal de facteurs. Et le risque baissier, pour l'instant, on l'évite, ce serait sous les 1,2580, la crise s'envenimerait. En données journalières, le raisonnement est simple. Ça fait 3 mois que l'euro-dollar est dans un canal baissier coincé par sa MM 20 jours. Nous avons jeudi dernier clôturé juste au-dessus de ce canal baissier. On a dit, d'accord, donc c'était mercredi. Jeudi, on a dit, ok, on va attendre confirmation, on va attendre une cassure de la MM 20 jours et une clôture au-dessus de ce seuil pour valider un signal d'achat. Jeudi, nous avons donc eu dépassement de MM20 en force, clôture au plus haut. Vendredi, prise de bénéfices avant le week-end, prise de bénéfices avant négociation sur la Grèce. Les opérateurs ne prennent pas de risques et on clôture à 29,30. Partant de ce principe-là et sans regarder la bougie du jour, hier soir, mon commentaire était simple. C'était... si les cours retournent rapidement à 1,30, les vendeurs peuvent tenter de vendre des excès, certes. Par contre, pour ma part, je suis acheteur depuis la semaine dernière. J'anticipais ce dépassement de MM20. Ce dépassement de MM20 a été donné, c'est un signal. Et donc, mes points d'achat sont les 28,40, MM20 jours et 28,40, puis 1,28,20 et en excès 1,27,80. Mais le moins bas nous irons, le mieux ce sera. Hier soir, gap à 1,28, 75, 80. Et là, les acheteurs ont pris la main dès l'ouverture. Alors, on avait un gap baissier. C'était un signal baissier en soi, c'est plutôt négatif. Généralement, quand on a un gap baissier, c'est un signal vendeur. Dans ces cas-là, il faut aussi regarder les autres actifs. Quand j'ai vu l'euro-dollar faire un gap baissier, mais l'AUD, gap ouvrir normalement et casser ses plus hauts, je me suis dit, tiens, donc c'est peut-être un excès fait par l'euro parce que sur les autres actifs risqués, c'est pas tant que ça la Bérésina du dimanche soir d'ouverture. Donc c'est peut-être tout simplement seulement sur l'euro qu'il y a cette baisse d'appétit pour le risque et ce gap un peu baissier. En plus, on revenait à proximité des MM20, donc pour ceux qui jouaient le pullback sur MM20, c'était parfait. Enfin, comme je le disais, mais nous y reviendrons dans un prochain webinaire, puisque la semaine dernière, on a fait un webinaire de débutants que j'invite tous les débutants à voir pour mieux saisir les marchés d'échange. Un prochain webinaire sur les chandeliers japonais. Quand on regarde un chandelier journalier, si le chandelier est bleu, c'est que les cours sont supérieurs à l'ouverture. Des cours supérieurs à l'ouverture, ça veut dire que les acheteurs ont la main. Les cours inférieurs à l'ouverture veulent dire que les vendeurs ont la main. Or, même si on a gapé à la baisse, dès l'ouverture, les acheteurs ont pris la main et ont considéré qu'hier soir, c'était les promotions. Les femmes font les promotions samedi dans les magasins, les hommes sur le marché d'échange. Donc voilà, tant que ce gap tiendra... Voilà, donc on a regardé 10 minutes de son analyse, toujours très intéressante. Vous pouvez la retrouver dans Analyse des marchés, en dessous du chat. Alors, je sais pas à quoi... Alors, je sais pas, je vois... Non, pourtant c'est bon a priori. Ok, donc on reprend les graphes. Bah, c'est pas passionnant, hein, c'est pour ça que j'ai mis l'analyse de Nicolas Chéron. Toujours pas de mouvement, donc on va pas inventer de mouvement. On prend simplement en compte les nouveaux plus hauts. Voilà. Plus bas, de plus en plus haut. Donc on a ça ici.
On élargit le triangle, mais le contexte reste le même et le marché reste attendu. On est très légèrement profitable, mais rien de flagrant. Et même contexte que tout à l'heure, pas grand chose à indiquer. On peut supprimer plusieurs éléments pour pas surcharger le graphe. Alors, sur le chat audio, je crois qu'il y a Tilk. Ouais, Tilk, t'es là. Oui, je disais juste, j'étais juste passé dire bonjour. Ouais, j'avais entendu, en fait, je regardais l'analyse là de Nicolas Chéron. Ça va? Oui. Tu trades là? Non, j'ai deux trades en cours, on va voir comment ça se passe. Mais... C'est quoi? C'est des swings, hein? Les trades que j'ai pris la semaine dernière. Ouais, toujours les mêmes, ok, qui courent. Bon, moi j'ai tenté de prendre un short sur l'euro-dollar, mais cet après-midi il n'y a pas de volatilité. Bon, dans 5 minutes on a l'ouverture des marchés US, on va voir ce que ça donne. Alors du coup, le fait de trader en swing comme ça amène... 5 à 10 positions par semaine selon mon système, donc c'est pas... Ça me laisse le temps d'étudier mes graphiques et de préparer les prochains trades, quoi. C'est ça que je recherche, quoi. Ouais, ouais, ok. Donc c'est ce qui te va, toi, ce qui te prend la grande majorité du temps, c'est ça, c'est la recherche. Toi, c'est uniquement l'analyse technique ou t'as aussi l'analyse fondamentale dans tes prises de position? Non, que du technique. Ok, donc la grande majorité du temps, c'est ça, c'est étude des graphiques et tracer tes supports résistance, chercher tes stop loss, tes profits, etc. C'est ça? Ça, c'est étudier les graphiques, essayer de trouver des bonnes configurations en chandelle japonais, trouver des niveaux de prix, tracer des trendlines pertinentes, etc. Exploiter les trendlines une fois que le scénario se vérifie, et puis voilà, quoi. Puis trouver le bon timing aussi pour les trades. Donc c'est mettre des alarmes quand un certain niveau est atteint pour pas louper le trade, et puis voilà, quoi. Ou placer des ordres en avance, et voilà. Ok. Et toi, tu prends combien de temps environ par jour tu consacres combien de temps au trade par jour? Ouais, ça dépend, c'est entre 6 et 8 heures, quoi. Oui, donc c'est vraiment à plein temps, donc c'est quand même de l'analyse technique assez approfondie, je suppose. Bah, multi-time frame, support résistant, trendline, figure chartiste, sans de japonais, j'essaie de trouver des signaux ascendants, quoi. Je sais pas, un signaux de vente en weekly, puis après en daily, puis après en H4, H1 pour affiner l'entrée. Après avec des take profits, des take profits des stop loss, parce qu'après comme c'est des swings, on sait jamais jusqu'où va aller le trade. Après le take profit, bon voilà quoi, on met pas tellement parce que... Enfin, voilà. Oui, donc c'est un Ce peu que je le veux même dire, les raisonnement. trades, ça peut... Voilà quoi, c'est le but, c'est vraiment essayer de garder le trade le plus longtemps possible dans le sens de la tendance. Après, c'est des trades, c'est sûr qu'ils peuvent faire, ça va de 50 pips à 500, 600 pips. Après, c'est clair que bon voilà. Ouais, bah oui, je comprends, ça c'est le même raisonnement que j'ai adopté là depuis peu. C'est-à-dire que à partir du moment où on est dans le sens du mouvement avec le mouvement de la force, c'est dommage de sortir, je trouve, hein, sur un take profit, sachant que à partir du moment où le mouvement a encore de la force, on peut avoir du potentiel et que bah, ça se voit souvent qu'on ait des excès, des accélérations très longues. Moi personnellement, je place des objectifs désormais que quand je prends les positions contre la tendance de fond. Mais quand je suis dans le sens de la tendance, j'essaye de ne plus placer de take profit, simplement un stop loss, quoi, et de laisser courir jusqu'à ce que le mouvement s'essouffle. Bah, il y a le pyramidage aussi. Donc après, quand une position est bien engagée, faut penser à essayer de grossir son bénéfice sur pullback, quoi. Par exemple, je sais pas, sur dollar, celui qui a fait son analyse qui a pris long aujourd'hui, là maintenant, le mec il va chercher à pyramider. Donc, en swing trading, il y a pas que prendre le trade quand il faut, il y a les pyramidages aussi. Donc, pyramidage, c'est des points d'entrée supplémentaires, quoi.
Ok, ouais, donc après ça c'est une différence d'approche. Moi personnellement je pyramide pas du tout. Et toi tu peux pyramider jusqu'à combien de positions sur un trade de base en fait? Bah, ça dépend pour le moment. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je suis revenu dans mon truc là. Pour l'instant, j'en ai pas eu l'occasion de pyramider beaucoup de fois, mais bon, bref, quand ça se présentera, je saurai quoi faire, quoi. Ok, ok. On va avoir l'ouverture des marchés US là, voir si ça bouge. Je vais acheter un 15h29, ça va ouvrir. Je vais jeter un coup d'œil à ce qui s'est dit sur le chat ces dernières minutes. Romain au prochain. Alors ça y est, ça ouvre du côté des marchés US. 15h30. Première bougie légèrement haussière. Pas de gros mouvement. 1310 points. 1310,50 pour le S&P. Le dollar bouge assez peu. On aura forcément un peu de tension lors des premières minutes et un peu de volatilité, même si c'est pas super franc. Alors, LOL disait 6 jours ouvrables à la fin du mois, rien n'est fait. Avant la fin du mois, rien n'est fait. Voilà, je suis d'accord avec LOL. C'est par rapport au marteau en mensuel, dont on parlait tout à l'heure. Rose qui disait ouais, rien n'est fait. Sauf que en week, on a un avalement haussier. Donc en théorie, cette semaine devrait être haussière. Alors, si on regarde et on jette un coup d'œil en weekly, en effet, on a eu la semaine dernière un bel avalement haussier. Pour le moment, le mouvement se poursuit. J'ai une position sur l'AUD, 3 positions sur Eurodoll. Alors c'est quoi tes positions Nico par rapport à l'euro-dollar justement? Et sur AUD USD qui est une paire qui est en général... Ah non c'est comme assez spécifique. Quelles sont tes positions? Est-ce que tu peux nous décrire en fait ton approche et ta stratégie Nico? LOL qui nous dit analyse, il s'attend à une couille mais il achète. La différence entre l'analyse et le trading, bah, elle est assez importante Roots puisque quand on analyse simplement on n'a pas de décision à prendre, c'est ce que fait Nicolas Chéron. Donc il peut simplement émettre des avis, etc. Quand on trade concrètement, il faut prendre une décision, il faut choisir d'acheter ou de vendre et à quel moment, etc. Pour moi, c'est deux boulots bien différents et je trouve ça beaucoup plus passionnant de trader que de faire simplement de l'analyse. Pour moi, c'est comme faire que de l'analyse, mais après c'est faux puisque c'est important d'avoir souvent des analystes objectifs et qui ne justement qui sont pas perturbés par les prises de position, parce que après on prend des positions, on a après tendance à vouloir interpréter les marchés pour être dans sa direction ou d'être influencé. Mais moi si je faisais que de l'analyse, j'aurais l'impression, même là en ce moment je suis en démo, ça me frustre, j'ai l'impression de m'entraîner, et puis au moment du match, on va pas sur le terrain quoi. Donc voilà, un peu l'impression que ça me donne. Du coup, il y a du 180 pips si mon stop loss sur Eurodoll, pète sur Eurodoll. Donc toi c'est une position quoi, à l'achat ou à la vente que tu as pris sur euro-dollar? Allez, on tente de mettre un peu de pression. 32 là, donc les marchés US sont ouverts depuis 2 minutes, on n'a pas eu de mouvement hein, côté des États-Unis à l'ouverture, donc c'est assez calme. Sur Eurodoll on accélère la baisse qui est plutôt pas mal. On verra si... à toi LOL, à bientôt. T'as des positions ouvertes toi LOL si t'es encore parmi nous ou pas? Ou t'as déjà fini ta journée? Short sur les... À demain les traders, dit Jérém. À demain Jérém. Je pyramide souvent, mais aujourd'hui, à part la petite conso de ce matin, il n'y a pas eu de bonne occasion de pyramider. Donc toi t'es acheteur depuis ce matin, Roots sur Eurodollar, t'étais rentré sur quel signal? Marché trop brusque, enfin mon cas en tout cas. Pyramider quand il y a de la correction, c'est un peu dangereux. Quelqu'un qui utilise MarketScope, alors non. Qu'est-ce qu'il y a de particulièrement bien d'après toi Nico sur MarketScope? Je viens de sortir de mon long 1.3026. Bah bravo à toi Roots. Actuellement à 1.3010.
On leur tente de mettre un peu de pression, ce qui est bon pour nous. Je vous rappelle qu'on est entré à 1.3015. Les cours sont actuellement à 1.3010, ce qui nous fait, voilà, en direct avec le spread, de 3 $ de profit, ce qui n'est pas très significatif. Ce qui amène notre équité à 963 $. Le but, c'est bien sûr de choper des grosses tendances. On a tout de même 40 $ de perte depuis l'ouverture du compte. Donc pour le moment, c'est plutôt négatif, mais c'est bien trop tôt pour faire un bilan, puisqu'on a simplement tradé 2 jours. Ben, on verra ce que ça donne. J'ai assez confiance. Si je gagne pas, je pense pas que je perdrai beaucoup en suivant la tendance et en me protégeant, en essayant d'être assez cohérent en suivant le mouvement. Je pense pas que je perdrai énormément. Et je peux me tromper. Il faut se méfier des impressions en trading. Rose dit oui, Dreamfab, c'est ce que je voulais dire. Par là, c'était une question. Canalique utilisé en temps réel. Moi, comme j'ai dit, j'utilise pas vraiment d'indicateur. Surtout à court terme, c'est plus... voilà, je trace des zones de support-résistance. Je fais plus confiance aux supports-résistance horizontaux à court terme que obliques, puisque... J'aime bien les points pivots, très important pour le très court terme, je trouve. Sinon, bah, c'est les niveaux de prix et puis comprendre ce qui se passe, ce qui se dit. Même si c'est parfois un peu délicat, surtout dans mon cas où j'ai pas vraiment accès aux rumeurs. Bah, on va parler du chat Reuters. Est-ce que vous avez d'autres adresses pour justement essayer de suivre les rumeurs, écouter des choses comme ça? Bien sûr, de la plateforme Bloomberg, mais c'est vraiment très cher. Le chat Reuters, je sais pas combien c'est par mois. Ça peut être une bonne solution. Donc Root, c'était acheteur depuis 1.29 ce matin, bravo à toi. Alors Chris, non, pas de take profit sur mon trade sur l'euro-dollar. Moi jamais de take profit, que des stop loss, et j'essaye de suivre le mouvement. Comme j'ai dit tout à l'heure, en général sur les trades contrariants, je mets des objectifs. C'est plutôt vrai dans le cadre de mon trading à moyen long terme. Là à court terme, simplement, mes zones d'objectifs, pas d'objectif précis que je vais placer, mais mes zones d'objectifs c'est les Fibo, donc les 23.6. Si on arrive de manière très brusque au niveau des 23.6, je laisserai un peu courir, voir si on a la force de casser, d'accélérer. Au niveau des 38.2, si jamais on y arrive, je serai très content. Et là, je serai pas difficile au niveau du point de sortie. Donc dès qu'on aura une accalmie et un retour de la part des acheteurs, je sortirai assez rapidement. Mais bon, là c'est des plans sur la comète et je serai très content si ça se réalise. Et pour le moment, on est au niveau de notre plan d'entrée, on est même négatif, on est au-dessus de ce dernier. Qui peut t'intéresser, donc Cook qui nous partage un tweet. Athènes et ses créanciers se rapprochent d'un accord, zone bourse. Alors justement, voilà, tous les yeux rivés vers Athènes et donc les négociations avec les banques. La Grèce et ses créanciers privés ont repris leurs négociations vendredi. Et il semble que les positions des deux parties se rapprochent en vue d'un accord qui doit éviter un défaut incontrôlé. Un tel accord doit être conclu d'ici lundi afin de déclencher le versement d'une nouvelle aide qui doit permettre à la Grèce d'honorer 14,5 milliards d'euros de remboursement d'emprunts en mars. Cette aide proviendrait d'un plan de renflouement de 130 milliards d'euros concocté en octobre par l'Union européenne et les fonds monétaires internationaux. Le Fonds monétaire international. Les négociations avaient été rompues vendredi dernier en raison de divergences sur le coupon que devait verser la Grèce sur les obligations nouvelles qu'elle émettrait en échange de celles détenues par ses créanciers privés. Mais les discussions rouvertes cette semaine auraient permis d'arrondir les angles. L'atmosphère était bonne, des progrès ont été réalisés, et nous continuerons demain après-midi, a annoncé le ministre des Finances Evangelos Venizelos à l'issue des discussions tendues jeudi. Merci pour le lien, Cook. N'hésitez pas, si vous avez des liens, des articles, etc. à partager, on est là pour ça.
Alors Chris me dit qu'il copie, alors moi je ne conseille pas de copier ce que je fais. Mais je vous donne simplement mes avis, mes idées. Voilà. Sur les gros titres, il y a aussi l'Europe qui impose un embargo sur le pétrole iranien. Alors on va aller jeter un coup d'œil au pétrole, voir si ça a des conséquences. Alors qu'on a un S&P qui a ouvert en hausse finalement. Il faut souvent attendre 5-10 minutes avant de voir une vraie prise de décision sur les indices après l'ouverture. Et là, après 10 minutes, on voit que le S&P et donc les marchés US se sont clairement orientés en hausse. Je vais jeter un coup d'œil du côté du pétrole, comme j'ai dit. Alors. Voilà. Alors, au niveau du pétrole, pour le moment on a une journée plutôt haussière. Les acheteurs ont fait leur boulot et sont revenus rallier sur l'euro-dollar la résistance oblique baissière. On va voir les comportements de ces derniers à ces niveaux. Les acheteurs mettent de la pression et tendent à casser à la hausse la résistance oblique baissière. On s'approche de notre stop loss. Rien n'est fait pour le moment. Picsou qui nous dit qu'il est sur le dollar face au dollar canadien et qu'il mange des crêpes au sirop d'érable et qu'il est positif. Bravo à toi Picsou, tu étais rentré sur quel type de signal Picsou? Alors. Est-ce que c'est toi qui trades avec les figures Harmonic Trading ou pas du tout? Alors que là les acheteurs mettent une belle pression. On revient à l'assaut des précédents plus hauts. La zone des 1.30, on est actuellement dans cette zone de résistance horizontale. On est proche de notre stop, on part actuellement 12,60$, 11$ sur notre position en cours. On a 949$ d'équité, 950$. Alors les prises de position sont excessives par rapport au capital, parce que c'était position de 0,1 lot avec un capital de 960$ en direct, donc ça fait des leviers de plus de 10. En temps normal je ne prendrais pas autant de risques, je prendrais environ 2 à 3 fois moins de risques. C'est parce que c'est du démo et que je n'ai pas fait bien attention, j'ai pris Broker FX Pro, mais en termes de menu management c'est pas du tout un exemple. Maintenant c'est pas un compte que je vais garder longtemps, donc ça me dérange pas plus que ça et je me concentre plus sur les positions. Mais voilà, en gros en règle générale un risque acceptable c'est 1% de risque par rapport au capital détenu. Quand les acheteurs mettent de la pression, on devrait aller toucher notre stop loss désormais. Pensant en but sur la résistance avant de parvenir à la franchir. Alors, soit on a un double top, ce sera un double top très précis, soit on enfonce ses précédents plus haut. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Par rapport à ces négociations, on va écouter ce qui se dit justement du côté de BFM. Alors je pense que ça va pas couper, tout à l'heure ça a coupé l'émission. Dit par la conférence de presse, première conférence de presse de l'année de Ben Bernanke à l'issue de la réunion de la Réserve fédérale américaine. On attend pas mal de choses aussi de Ben Bernanke.
Ah oui, la semaine l'a vraiment changé, parce qu'alors mercredi, qu'est-ce qu'on attend? Rien de moins que la Fed, peut-être, donne des objectifs au niveau de l'inflation. C'est ce qu'on appelle inflation targeting. Alors de dire, par exemple, officiellement que la Fed peut tolérer jusqu'à 2,5% d'inflation. Pour le moment, c'est clair que la Fed a des objectifs certainement articuler le fait qu'ils vont garder les taux bas, non seulement jusqu'en 2013, qui était la dernière déclaration, mais maintenant on va parler peut-être même de 2014. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que la Fed pourrait mercredi ouvrir la porte, et je dis ouvrir la porte, rien d'autre, à un nouvel quantitative easing, peut-être sous la forme de rachat de papiers hypothécaires. Qui serait focalisé sur l'immobilier, sur les créances immobilières. C'est ça l'idée, Grégory. Ça serait l'idée, je vous dis, ils ne vont pas l'annoncer cette fois, parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses à annoncer, mais ils pourraient ouvrir vraiment la porte à ça s'ils montrent que, en fait, on est loin des objectifs d'inflation, des craintes d'inflation, et ça laisse beaucoup de latitude, donc, d'agir encore à la Fed. On parle évidemment d'entreprises ensemble, Grégory. Research in Motion, Grégoire le disait, elle perd d'emblée 4-5%. Mauvaise nouvelle alors ce départ de ces deux cofondateurs. Je n'ai plus leur nom en tête, mais effectivement, ils étaient là depuis le début, quoi. Je dirais pas que c'est une mauvaise nouvelle, je dirais que c'est une excellente nouvelle, puisque ces deux cofondateurs n'avaient pas réussi à faire prendre le virage nécessaire à Research in Motion. Mais par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que vous avez ce matin le nouveau CEO qui vient de faire une conférence de presse et dit moi ce qui m'intéresse, c'est pas de vendre la compagnie, c'est de la restructurer, de faire des efforts de marketing, etc. Alors vous imaginez bien que sur le titre Research in Motion, il y avait beaucoup d'investisseurs qui pensaient que cette compagnie allait se faire racheter très très prochainement. On parlait de Microsoft, on parlait de Nokia, enfin on parlait de tout le monde. Alors maintenant, vous avez un CEO qui dit non, la compagnie n'est pas à vendre. Il ne faut pas forcément croire ce qu'il dit, mais en tout cas, ça envoie des signaux un peu négatifs aux gens qui s'étaient positionnés avec l'espoir d'un rachat. Création donc en 84 effectivement de RIM par Jim Balsillie et Mike Lazaridis. Voilà pour ce départ, et donc elle perd 4-5% depuis l'ouverture. On va suivre aussi toute cette semaine, et ça démarre tout à l'heure, si c'est pas déjà fait, c'est ce procès du petit Madoff. On parle quand même de plusieurs milliards de dollars là, dans cette fraude. Oui, pas tellement petit, c'est quand même une fraude, un Ponzi scheme de 7 milliards de dollars. Ce qui est amusant, c'est que, évidemment, M. Stanford avait demandé le non-lieu, mais basé sur quoi? Il avait dit, écoutez, ça fait maintenant 3 ans que je suis en prison, j'ai été tabassé dans ma cellule par mes co-détenus, et je suis devenu amnésique. Et ça, c'est sa défense, et c'est pas du tout passé aux yeux du juge, qui a dit non, pas du tout, on va faire un procès, et vous êtes tout à fait à même de vous défendre, et vous êtes considéré comme étant responsable de vos actes. Donc ça va être très intéressant à suivre. Voilà, Alan Stanford qui aura droit lui aussi à son procès, donc effectivement une escroquerie à 7 milliards de dollars, vous nous le rappeliez. Merci Grégory Volokin, bonne séance à vous. C'est encore du vert, sûrement l'un des meilleurs débuts d'année depuis longtemps à Wall Street, 4-5% de hausse comme à Paris, avec encore 0,2% de progression. Pour les grands indices, l'indice Dow Jones, 12 733 points. Ah oui, parallèlement effectivement à cet appétit pour le risque, on note quand même une nette détente sur le marché obligataire. On va vous en dire un mot dans un instant, mais d'abord quelques recommandations de brokers qui font l'actualité. Des analystes de la banque JP Morgan abaissent leur conseil de neutre à sous-pondéré sur Thales. L'objectif de cours est réduit à 24,4 € contre 30,20 € précédemment, donc sur le titre Thales. Groupe Steria avec Odo Securities qui vient de relever sa recommandation de neutre à acheter sur la valeur. L'objectif de cours est relevé aujourd'hui de 17, on passe à 19 €. Et puis sur Bourbon, Natixis maintient son opinion à neutre et relève son objectif de cours de 21 à 24 €. Enfin, AXA noté par Alpha Value, la maison parisienne qui abaisse son conseil. On reste quand même à accumuler, ça reste positif. L'objectif, lui, est à 15 €, ce qui laisse évidemment du potentiel. AXA a été très longtemps sous les 10 €. Elle vaut maintenant 12,14 €. 15 €, c'est l'objectif d'Alpha Value sur l'assureur français.
Allez, un mot de la BCE avant les marchés. La BCE qui a racheté pour 2,2 milliards d'euros de dettes souveraines la semaine dernière environ. C'est un montant en baisse par rapport à la semaine précédente. On passe de 3,76 milliards à 2,24 milliards donc de rachats dans le cadre du programme mis en place par la Banque Centrale Européenne. Et puis sur le marché obligataire, je vous le disais, un sacré détente quand même pour le 10 ans italien là qui revient à 6%. On notera parallèlement que le Bund, lui, le 10 ans allemand prend la direction des 2%, on est tout proche, 1,98%, ce qui mécaniquement effectivement donne des spreads réduits entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand. Par exemple, on est à 405 points de base désormais, et puis le 10 ans français par rapport au 10 ans allemand à environ 115 points de base, signe de l'appétit pour le risque. On a vu l'euro également remonter au-delà d'1,30$, 1,3024 cet après-midi. Et puis sur les actions, là aussi l'appétit pour le risque se confirme, en particulier pour les financières qui signent les meilleures performances sur le CAC, en tout cas depuis le début de l'année. La Générale prend par exemple 33% depuis le début de l'année, et on continue aujourd'hui, plus 8%, plus 5,5% pour le Crédit Agricole. BNP gagne 3%, on rachète également de la construction Lafarge, Saint-Gobain qui font partie des plus fortes hausses. Toujours compliqué en revanche pour les utilities et les secteurs dits défensifs, Sébastien, qui effectivement ne sont pas en vedette en ce moment. Sanofi Aventis, ouais, moins 0,2%. On a aussi Essilor depuis ce matin qui recule légèrement. Pernod Ricard, moins 0,55%. Air Liquide, moins 0,7%. 97,37 €. Et donc les utilities, les services aux collectivités. EDF, moins 1%. Moins 1 aussi pour Veolia Environnement, 8,02 €. Et GDF Suez qui retombe à quasiment 20,50 €. Elle perd actuellement 3%. BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. Conférence de presse commune ce matin des ministres des Finances français et allemands, François Baroin donc et Wolfgang Schäuble. C'était vers 10h30, 11h ce matin. Mathieu Jolivet, vous y étiez pour BFM Business. Bonjour Mathieu. Bonjour. Discours optimiste, on va dire, résolument optimiste. Résolument optimiste pour Wolfgang Schäuble et François Baroin. Clairement, les nuages sont en train de se dissiper. Le ton a changé. Alors sur le dossier le plus chaud, celui de la Grèce, on a discuté avec les conseillers du côté allemand et français. Ils semblaient plutôt confiants. Vous savez, après leur conférence de presse ce matin, ils sont partis ensemble à Bruxelles pour un Eurogroupe une semaine avant le Conseil européen. Et ils sont certains que là, à Bruxelles, cette nuit, le dossier va se débloquer avec les créanciers privés. Et ils nous disaient que selon eux, dans la nuit, à Bruxelles, il y aurait un point final sur ce dossier grec et que on arriverait à dire psychologiquement que la dette passera de 160 à 120% du PIB. Maintenant, sur l'état d'esprit des marchés, à Bercy ou même du côté de Wolfgang Schäuble, on se dit vraiment réjoui du fait que la perte du AAA français n'ait pas d'impact significatif sur les marchés. Et puis enfin, sur les fondamentaux, sur la croissance dans la zone euro. Là-dessus, côté français, le gouverneur de la Banque de France qui était là, Christian Noyer, a prédit ce matin une stagnation pour début 2012, mais avec une reprise petit à petit dès le printemps 2012, et c'est exactement le même diagnostic que son homologue allemand qui était là, le gouverneur de la Bundesbank, qui avait un discours vraiment résolument optimiste pour 2012. Donc on voit que c'est un discours plutôt positif vu la tempête qu'on vient de traverser dans la zone euro. C'est positif, donc on est tiré d'affaire si je vous comprends bien. On va peut-être pas s'emballer non plus, on n'est pas tiré d'affaire. D'ailleurs, le premier à essayer de modérer ce discours, ça reste quand même Wolfgang Schäuble, qui est resté assez prudent d'un autre côté. Je lui ai demandé ce matin pendant cette conférence de presse si selon lui, on rentrait maintenant dans une véritable phase de sortie de crise de la zone euro. Et là-dessus, sa réponse s'est pas fait attendre. Il m'a dit, attendez, attention, ne nous emballons pas. Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour dire que le pire est derrière nous. Donc il reste quand même prudent. Vous savez que les Européens ont engagé une marche depuis plusieurs mois vers plus de discipline budgétaire, mais maintenant on rentre dans la nouvelle phase qui est celle du soutien à la croissance, qui peut prendre plus de temps, une phase aussi d'incertitude. Et d'ailleurs, il faut quand même regarder quels vont être les chiffres de la croissance mondiale que va rendre public le FMI. Ce sera demain matin, mais Christine Lagarde, sa directrice générale, a commencé à donner un petit peu ce pouls 2012 de l'économie. C'était à Berlin tout à l'heure, on l'écoute. Dans les perspectives économiques qui seront publiées par le FMI demain, nos prévisions de croissance pour la plupart des régions du monde seront revues à la baisse. Ces prévisions sont basées
sur des politiques, des mesures politiques qui ne sont pas encore mises en œuvre. En effet, il y a de grandes incertitudes qui à la fois freinent la demande et la volonté de prêter. L'héritage de dettes publiques et privées élevées rend notre système fragile. Dans un monde interconnecté tel qu'est le nôtre, ces forces s'interalimentent à travers les frontières. Les flux de capitaux se rétractent et la croissance, comme je vous l'ai dit, devrait être plus lente cette année, même dans les régions les plus dynamiques du monde. Voilà. Alors, on avait perdu la... Ok, voilà, c'est bon. Ok, on avait perdu la connexion de petites secondes, désolé. Donc, je reviens. Donc, c'était intéressant ce qu'il disait sur BFM ici. Donc, c'est exactement ce qu'on avait cerné avant d'entendre BFM, mais ça rassure, c'est-à-dire qu'on est bien sur la bonne longueur d'onde au niveau fondamental, c'est-à-dire... voilà, c'est-à-dire... Grèce, des accords sont trouvés avec les banques, ça devrait tomber ce soir. On a une petite accalmie, on voit que les investisseurs veulent quand même de la dette française et espagnole, donc ça rassure les marchés, ça amorce un rebond. Mais le contexte de fond reste très tendu, on ne sait absolument pas vers quoi on se dirige et ça ne règle pas les problèmes de fond. C'est simplement voilà, une petite poche d'air après un contexte très très sombre, puisqu'on a vu sur le graphe mensuel que le mois dernier a été quand même, les 2 mois derniers d'ailleurs ont été quand même très largement baissiers et on peut parler des 4 derniers mois qui sont vraiment très significatifs puisqu'on passe de 1.43 à des plus bas à 1.26, donc c'est une chute vertigineuse. Une phase de correction n'est pas à exclure et donc cette accalmie justifie, je pense, cette petite phase de rebond. Alors, plus précisément dans ce qui nous concerne, c'est un nouveau stop loss qui a été touché, donc on est sur des mauvaises séries par rapport au compte. Si on regarde depuis l'ouverture, donc c'était jeudi, on a eu un gain de 12,90 $, on a eu 2 pertes, donc de 27 et 25 $, on a eu un léger gain de 80 centimes, c'était au début de l'émission, et puis une perte de 18,40 $. Donc pour le moment la stratégie est négative, on est actuellement à une équité qui est à une balance qui est à 942 dollars, pardon. Donc ce qui fait une perte de 60 $, enfin 58 $ depuis l'ouverture du compte. Avec des stop loss précis et en général plus petits que les objectifs espérés. Donc c'est logique qu'on ait plus de stop que de profit. Pour voir les choses sous un autre angle, voilà, on voit que la plupart des stops se situent entre 15 et 25 $. Si on arrive à choper vraiment une vraie tendance et que ça dégage clairement dans notre sens, comme on aurait pu avoir les opportunités aujourd'hui, mais bon, durant l'heure de l'émission, il n'y a pas eu beaucoup de volatilité. J'ai choisi les horaires 14-16 heures justement pour avoir de la volatilité, donc en règle générale ça devra se vérifier, même s'il y aura toujours des exceptions comme aujourd'hui, où aujourd'hui justement à ces heures là ça a été assez calme. Voilà, si on chope ne serait-ce qu'une tendance de 50 pips, ce qui n'est pas énorme, on voit que tout de suite on reviendra quasiment au point d'équilibre. Donc le but voilà, c'est d'y aller petit à petit, malgré le fait que les débuts soient délicats. De toute façon, même si ça se passe mal, ça se passera mal, mais je pense pas fondamentalement que l'approche sera très mauvaise. On peut stagner, on peut perdre un peu d'argent, mais je pense pas qu'à terme ce sera très mauvais, puisque suivre la tendance en se stoppant précisément, il n'y a pas de raison que... C'est pas malsain et c'est pas mauvais comme système de base. Après il y a sûrement des choses à améliorer, etc. On verra ce qu'il en est. Alors, on a touché notre stop loss, je pense pas reprendre de position parce qu'il est 15h56 et que j'ai déjà essayé une première fois de trader le mouvement à la hausse, je suis sorti. C'est même pas un peu tôt puisque j'ai pas de regrets sur la sortie, j'avais pris position sur une phase d'accélération, on avait ensuite hésité, je suis sorti rapidement pour ne pas risquer, ensuite on a eu des phases de correction assez importantes donc c'était quand même pas un mouvement évident à trader. Ensuite j'ai choisi de prendre une position à la vente, ça a été un échec. Désormais je pense vraiment de rester en dehors du marché, voilà, ça fait 2 trades sur la journée. Essayer de forcer des signaux, etc. Sauf si on aurait vraiment un gros mouvement, ça c'est sûr, si on a une très grosse bougie d'un seul coup, je n'hésiterai pas à rentrer. Je pense rester en dehors du marché, rester là-dessus pour la journée. Et donc continuer pour le moment dans de la perte. Mais confiant, parce que respectueux du plan de trading, et je pense pas que fondamentalement ce plan soit malsain. Les occasions se présenteront.
Demain, je vais regarder si on a des chiffres macroéconomiques à attendre. On a entendu qu'il y aura la croissance mondiale demain. On aura également le dossier grec qui avancera avec cet accord qui devrait être annoncé économique. Déjà le matin, on aura de nombreux chiffres d'importance faible et moyenne par rapport à l'euro. Dans l'après-midi, donc à 14h30, on aura... Non, c'est les chiffres par rapport à l'économie canadienne. Et dans l'après-midi, on aura à 17h30 des chiffres. À 16h, l'indice de la Fed de Richmond. Ce ne sera pas d'importance majeure. 15h, on aura le climat des affaires BNB par rapport à l'euro et à la zone euro. Et à 17h30, on aura les adjudications du bon du trésor à échéance à 4 semaines et à 2 ans relative à l'économie américaine. On n'aura pas de grosses nouvelles encore demain. Mais on a eu une belle volatilité aujourd'hui par rapport justement à ces rumeurs et à ces tentatives d'avancer par rapport au dossier grec et donc à la crise européenne dans son ensemble. Donc on verra demain ce qu'il en est. Par rapport au mouvement de hausse qu'on a eu là qui nous a fait sortir, on a vu qu'on a franchi les précédents plus hauts, le stop était au-dessus des précédents plus hauts. On a à peine franchi qu'on corrige, donc pour moi c'est pas une cassure, hein, on reste clairement dans cette zone de résistance. J'ai peut-être trop serré mon stop, mais pour le moment vraiment on peine à s'affranchir de cette zone de la R2, donc de la résistance 2 par rapport au calcul des points pivots qui se situe exactement à 1.3033.2. Et pour le moment on bute dessus à de nombreuses reprises et on ne s'est pas affranchi de la zone de résistance. L'image de cette grosse bougie haussière qui englobe la bougie d'hier. On reste sur un biais haussier court terme, sur une dynamique de fond baissière. Dans le cadre de mes analyses moyen terme, qui pour le moment me réussissent mieux que mes analyses court terme, je suis en dehors du marché et j'attends que ce mouvement haussier s'essouffle, ce qui n'est pas le cas pour le moment, pour entrer uniquement dans le sens de la tendance de fond. Voilà, donc court terme, on est actuellement dans un canal haussier, avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. On a eu une très belle journée de hausse, donc pour ceux qui ont suivi le mouvement depuis ce matin comme Roots, ils ont dû s'en mettre plein les poches, bravo à eux, c'est mérité. Quant à moi, c'est une perte et on essaiera de faire mieux demain. Après tout, c'est un compte démo, hein, c'est là aussi pour tester. Alors, je vais faire le point sur ce qu'il dit sur le chat et on se quittera là-dessus puisqu'il est déjà 16h, donc c'est la fin de l'émission. C'est pas une émission des plus intéressantes, mais c'est aussi ça le trading. Alors que là, on voit qu'on a des acheteurs qui mettent la pression et qu'on est en train de casser les précédents plus hauts sur l'euro-dollar. Toujours hésitant, hein, dès qu'on casse, on a des ombres qui apparaissent, mais ferveur et poussée acheteuse significative là avec une bougie assez... Que le crêpe aussi redérable, on l'avait vu. Robert Malin est un harmonic trader. Bollinger, alors ok, donc Picsou qui trade avec les Bollinger. Cook nous dit l'euro-dollar est sorti du canal baissier identifié en décembre et suit une progression presque parfaite qui devrait le conduire rapidement sur 1.3130. Donc ce sera une progression de 100 pips. Qu'est-ce que tu aurais à 1.3130 toi Cook comme niveau? On va regarder en H1 à 1.3130. 1.3130. Qu'est-ce que tu aurais comme zone précisément à 1.3130? Qu'est-ce que tu as une zone de résistance particulière ou un objectif précis à nous faire partager? Alors que là en H1, on voyait qu'on avait tenté de casser à la baisse le support et qu'on l'a réintégré, le canal. Donc on ne peuvent pas être interprétés comme une cassure puisqu'on a la réintégration juste derrière. Alors en H1, on se rend compte de la force du mouvement du jour. Puisqu'on a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heures haussières d'affilée et qu'on est de nouveau sur des plus hauts. Donc les acheteurs qui avaient besoin de s'exprimer, des vendeurs qui ont certainement pris leurs bénéfices ces derniers temps, et donc les acheteurs qui tiennent clairement en main le marché à court terme. Tant mieux, la phase de correction est intéressante, dans le cas de mes positions à moyen terme, ça va me permettre d'entrer à bon compte. L'accalmie et on va dire le regain d'intérêt pour les actifs à risque, je pense, c'est simplement mon avis, je peux me tromper, je pense qu'il va durer quelques jours, quelques semaines, mais que le contexte fondamental dur pour l'euro, pas désespéré mais dur, va reprendre le dessus et être vendeur dans ce contexte sur phase de repli me semble cohérent, c'est ce que je jouerai à moyen terme. Ça on avait vu. Comment expliquer
marcherait bien, je vous donne une piste. Vas-y Roots, hein, n'hésite pas. Support résistance, chandelier japonais, dit-il. Moi c'est ce que j'utilise en tout cas. Beta Trader, alors ok, merci Rousse. Alors c'est ton site Beta Trader ou tu participes simplement sur Beta Trader? Oui, certes, mais il y a un certain aspect directionnaire dans cette approche. Il faut une appréciation qui demande un minimum d'expérience. Je fais du systématique et du discrétionnaire, dit-il. Bonjour à tous, alors salut Fefe qui nous a rejoint. En trading, c'est l'expérience qui fait la différence. C'est pour ça que je précise une piste. Et un trader en option binaire gagne. De gagner. Alors, qu'est-ce que tu entends par là, Tilk? Je suis testeur de strat chez eux. Ok, Roots. Alors, moi je vais vous laisser là-dessus. 16h03, je vous souhaite une bonne après-midi à tous. On se retrouve demain pour le nouveau live. Je vous rappelle que vous pouvez suivre en direct les résultats du compte. Vous êtes dans résultats CT. Et donc, vous voyez là, le MyFixBook, vous avez les résultats qui apparaissent. On est actuellement à moins 5,76% depuis la création du compte, donc jeudi. Pour l'instant, ce sont des résultats négatifs. On verra ce qu'il en est. Vous pouvez suivre également de nombreuses stratégies dans la partie suivi des stratégies sur Vidéo Bourse, donc que vous avez ici, en bas à droite, voilà, ici. Donc on a notamment le meilleur expert qui tourne maintenant depuis plus d'un an. Alors on avait commencé, non, un peu moins d'un an, parce qu'on avait commencé en mars 2011, ça va bientôt faire un an. Pour le moment on est négatif sur le mois de janvier, mais on a eu que des mois positifs jusqu'à maintenant. Alors on a eu un mois négatif, c'était en juin 2011. Et donc on a un expert qui nous a rapporté 69% par rapport au capital de départ, en un peu moins d'un an, ce qui est excellent. Avec un drawdown maximal de 9,42%. C'est un expert qui n'utilise ni moyenne à la baisse, ni martingale ou des choses comme ça. C'est simplement un expert qui a un objectif de 5 pips et un stop loss à 19 pips, qui ne trade que la nuit sur euro livre sterling, en tradant les zones de surachat et de survente de l'euro livre sterling. C'est un expert qui est disponible gratuitement, donc tout le monde peut tester. Pour ça vous vous rendez sur le forum, vous cherchez EuroGB Peking, il y a un sujet qui lui est dédié, vous allez dans la partie suivi les stratégies et vous aurez le lien. Un autre robot, mais lui qui fait de la moyenne à la baisse justement, et qui est en grande difficulté, c'est en grande difficulté. Donc on est à plus de 190% au niveau des positions fermées, mais en réalité on est à moins 48% au niveau des... si on prend en compte les positions ouvertes, puisqu'on a des positions qui traînent et qui nous font perdre 3000 €. Voilà, donc il faut se méfier à toujours de ce type de stratégie et on n'a rien sans... Pour le moment on donne de mauvais résultats, même si, alors au début j'ai commencé sur des unités de temps courtes et on voit que ça a été très mauvais, et au fur et à mesure j'ai augmenté les unités de temps, et là je suis passé en, alors je suis commencé en M1, puis M5, puis M15, M30, et là désormais je suis en H1, et on voit que depuis que je suis passé en H1, donc depuis début janvier, eh bien ça stagne, ça progresse même légèrement, donc a priori le suivi de tendance est plus efficace sur le long terme que le court terme, c'est en tout cas ce que l'on peut constater d'après l'étude de ce robot. Alors quand je teste des robots, c'est pas uniquement pour avoir des résultats, mais c'est aussi pour étudier les comportements et me faire mes idées précises, se méfier de ses impressions, puisque parfois elles sont mauvaises. Voilà. Donc il y a pas mal de robots que l'on teste. Il y a aussi, si vous voulez publier les résultats de vos comptes, n'hésitez pas. Il y en a qui le font. Là par exemple on regarde Betsan qui est le robot d'un... Enfin non, pardon, le suivi d'un compte d'un membre du forum, qui est tout à fait positif pour le moment. C'est intéressant à suivre. On a également, voilà, donc Betsan par exemple, c'est donc quand même une progression depuis le mois de octobre, donc depuis le 28 octobre, de 268% du capital, avec un drawdown qui est de 31%. Donc le drawdown est assez important, mais le... pour de nouvelles aventures. En attendant, on regarde l'euro qui continue à reprendre du terrain. Voilà, bonne soirée à tous et à bientôt sur videobourse.fr. Je vais répondre par écrit aux derniers messages qui ont été publiés sur le chat. En attendant, je dis au revoir sur le Mumble. Ciao à tous sur le Mumble, merci pour votre participation à l'émission et à demain. Ouais, salut.